Le printemps fut singulièrement précoce et chaud. Depuis les douces matinées jusqu'aux calmes et tièdes soirées, le soleil faisait germer toute la surface de la terre. C'était une brusque et puissante éclosion de tous les germes en même temps. Une de ces irrésistibles poussées de sève, une de ces ardeurs à renaître que la nature montre quelquefois en des années privilégiées et qui ferait croire à des rajeunissements du monde. Jeanne se sentait vaguement troublée par cette fermentation de vie. Elle avait des alanguissements subits en face d'une petite fleur dans l'herbe, des mélancolies délicieuses, des heures de mollesse rêvassante. Puis elle se sentit envahie par des souvenirs attendris des premiers temps de son amour. Non qu'il lui revint au cœur un renouveau d'affection pour Julien, et c'était fini cela, bien fini pour toujours. Mais toute sa chair, caressée des brises, pénétrée des odeurs du printemps, se troublait comme sollicitée par quelque invisible et tendre appel. Elle se plaisait à être seule, à s'abandonner sous la chaleur du soleil, toute parcourue de sensations, de jouissances vagues et sereines qui n'éveillaient point d'idées. Un matin, comme elle somnolait ainsi, une vision la traversa, une vision rapide de ce trou ensoleillé au milieu des sombres feuillages dans le petit bois d'Étretat. C'est là que pour la première fois elle avait senti frémir son corps auprès de ce jeune homme qu'il aimait alors. C'est là qu'il avait balbutié pour la première fois le timide désir de son cœur. C'est aussi là qu'elle avait cru toucher tout à coup l'avenir radieux de ses espérances. Et elle voulait revoir ce bois, y faire une sorte de pèlerinage sentimental et superstitieux, comme si un retour à ce lieu devait changer quelque chose à la marche de sa vie. Julien était parti dès l'aube. Elle ne savait tout. Elle fit donc seller le petit cheval blanc des Martins qu'elle montait quelquefois maintenant, et elle partit. C'était par une de ces journées si tranquilles que rien ne remue nulle part. Pas une herbe, pas une feuille. Tout semble immobile pour jusqu'à la fin des temps, comme si le vent était mort. On dirait disparus les insectes eux-mêmes. Un calme brûlant et souverain descendait du soleil, insensiblement, embué d'or, et Jeanne allait au pas de son bidet, bercée, heureuse. De temps en temps, elle levait les yeux pour regarder un tout petit nuage blanc, gros comme une pincée de coton, un flocon de vapeur suspendu, oublié, resté là-haut, tout seul au milieu du ciel bleu. Elle descendit dans la vallée qui va se jeter à la mer entre ces deux grandes arches de la falaise qu'on nomme les portes d'Étretat. Et tout doucement, elle gagna le bois. Il pleuvait de la lumière à travers la verdure encore grêle. Elle cherchait l'endroit, sans le retrouver, errant par les petits chemins.
Tout à coup, en traversant une longue allée, elle aperçut tout au bout 2 chevaux de selle attachés contre un arbre. Et elle les reconnut aussitôt. C'étaient ceux de Gilberte et de Julien. La solitude commençait à lui peser. Elle fut heureuse de cette rencontre imprévue, et elle mit au trot sa monture. Quand elle eut atteint les 2 bêtes patientes, comme accoutumée à ces longues stations, elle appela. On ne lui répondit pas. Un gant de femme et les 2 cravaches gisaient sur le gazon foulé. Donc, ils s'étaient assis là, puis éloignés, laissant leurs chevaux. Elle attendit un quart d'heure, 20 minutes, surprise, sans comprendre ce qu'il pouvait faire. Comme elle avait mis pied à terre et ne remuait plus, appuyée contre un tronc d'arbre, 2 petits oiseaux, sans la voir, s'abattirent dans l'herbe tout près d'elle. L'un d'eux s'agitait, sautillait autour de l'autre, les ailes soulevées et vibrantes, saluant de la tête et pépiant. Et tout à coup, ils s'accouplèrent. Jeanne fut surprise comme s'il eût ignoré cette chose. Puis elle se dit « C'est vrai, c'est le printemps ». Puis une autre pensée lui vint, un soupçon. Elle regarda de nouveau le gant, les cravaches, les 2 chevaux abandonnés, et elle se remit brusquement en selle avec une irrésistible envie de fuir. Elle galopait maintenant en retournant au peuple. Sa tête travaillait, raisonnait, unissait les faits, rapprochait les circonstances. Comment n'avait-elle pas deviné plus tôt? Comment n'avait-elle rien vu? Comment n'avait-elle pas compris les absences de Julien, le recommencement de ses élégances passées, puis l'apaisement de son humeur? Elle se rappelait aussi les brusqueries nerveuses de Gilberte, ses câlineries exagérées, et depuis quelque temps, cette espèce de béatitude où elle vivait, et dont le comte était heureux. Elle remit au pas son cheval, car il lui fallait gravement réfléchir, et l'allure vive troublait ses idées. Après la première émotion passée, son cœur était redevenu presque calme, sans jalousie et sans haine, mais soulevé de mépris. Elle ne songeait guère à Julien, rien ne l'étonnait plus de lui. Mais la double trahison de la comtesse, de son ami, la révoltait. Tout le monde était donc perfide, menteur et faux, et des larmes lui vinrent aux yeux. On pleure parfois les illusions avec autant de tristesse que les morts. Elle se résolut pourtant à feindre de ne rien savoir, à fermer son âme aux affections courantes, à n'aimer plus que Paul et ses parents, et à supporter les autres avec un visage tranquille. Sitôt rentrée, elle se jeta sur son fils, l'emporta dans sa chambre et l'embrassa éperdument pendant 1 heure sans s'arrêter. Julien revint pour dîner, charmant et souriant, plein d'intentions aimables. Il demanda « Père et petite mère ne viennent donc pas cette année ?» Elle lui sut tant de gré de cette gentillesse qu'elle lui pardonna presque la découverte du bois.
et un violent désir l'envahissant tout à coup de revoir bien vite les deux êtres qu'elle aimait le plus après Paul, elle passa toute sa soirée à leur écrire pour hâter leur arrivée. Ils annoncèrent leur retour pour le 20 mai. On était alors au 7 de ce mois. Elle les attendit avec une impatience grandissante, comme si elle eût éprouvé, en dehors même de son affection filiale, un besoin nouveau de frotter son cœur à des cœurs honnêtes, de causer l'âme ouverte avec des gens purs, saints de toute infamie, dont la vie et toutes les actions et toutes les pensées et tous les désirs avaient toujours été droits. Ce qu'elle sentait maintenant, c'était une sorte d'isolement de sa conscience juste au milieu de toutes ces consciences défaillantes. Et bien qu'elle eût appris soudain à dissimuler, bien qu'elle accueillît la comtesse, la main tendue et la lèvre souriante, cette sensation de vide, de mépris pour les hommes, elle la sentait grandir, l'envelopper. Et chaque jour, les petites nouvelles du pays lui jetaient à l'âme un dégoût plus grand, une plus haute mésestime des êtres. Et Jeanne, dont tous les sens éteints ne s'agitaient plus, dont le cœur meurtri, l'âme sentimentale semblait seule remuée par les souffles tièdes et féconds qui rêvaient, exaltés sans désir, passionnés pour des songes et morte aux besoins charnels, s'étonnait, pleine d'une répugnance qui devenait haineuse de cette sale bestialité. L'accouplement des êtres l'indignait à présent, comme une chose contre nature. Et si elle en voulait à Gilberte, ce n'était point de lui avoir pris son mari, mais du fait même d'être tombée aussi dans cette fange universelle. Elle n'était point celle-là, de la race des rustres, chez qui les bas instincts dominent. Comment avait-elle pu s'abandonner de la même façon que ces brutes ? Quelques jours plus tard, lorsque la chaise de poste s'arrêta devant le perron et que la figure heureuse du baron parut à la vitre, ce fut dans l'âme et dans la poitrine de la jeune femme une émotion profonde, un tumultueux élan d'affection, comme elle n'en avait jamais ressenti. Mais elle demeura saisie et presque défaillante quand elle aperçut Petite Mère. La baronne, en ces 6 mois d'hiver, avait vieilli de 10 ans. Ses joues énormes, flasques, tombantes, s'étaient empourprées, comme gonflées de sang. Son œil semblait éteint, et elle ne remuait plus que soulevée par les 2 bras. Sa respiration pénible était devenue sifflante et si difficile qu'on éprouvait près d'elle une sensation de gêne douloureuse. Le baron, l'ayant vue chaque jour, n'avait point remarqué cette décadence, et quand elle se plaignait de ses étouffements continus, de son alourdissement grandissant, il répondait « Mais non, ma chère, je vous ai toujours connue comme ça. » Jeanne, après les avoir accompagnés en leur chambre, se retira dans la sienne pour pleurer, bouleversée, éperdue. Puis elle alla trouver son père, et se jetant sur son cœur, les yeux encore pleins de larmes, « Oh, comme mère est changée! Qu'est-ce qu'elle a? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a ?» Il fut très surpris et répondit « Tu crois?
Quelle idée! Mais non! Moi qui ne l'ai point quittée, je t'assure que je ne la trouve pas mal. Elle est comme toujours. Au bout de 8 jours, elle n'y songeait plus, accoutumée à la physionomie nouvelle de sa mère, et refoulant peut-être ses craintes, comme on refoule, comme on rejette toujours par une sorte d'instinct égoïste, de besoin naturel de tranquillité d'âme, les appréhensions, les soucis menaçants.